de la session qui va nous occuper cet après-midi, c'est davantage celui des États, du rôle des politiques publiques qui peuvent être dessinées en matière d'innovation, une nouvelle forme de coopération qui peut aussi être envisagée entre les États. Bref, peut-être un nouveau concert des nations. L'agenda est donc chargé et le timing serré. J'appelle donc tout de suite l'ensemble des intervenants de cette session 3 à venir me rejoindre sur scène. Merci. Je vais présenter le panel très rapidement, même si nous n'avons pas besoin de le présenter. Professeur Duflo, vous êtes professeur à MIT, co-directrice du laboratoire Abdul Latif Jamil. À côté de vous, Gordon Brown, qui est l'envoyé spécial de l'ONU pour l'éducation et bien sûr ancien Premier ministre du Royaume-Uni. Nous avons également les autres membres de notre panel: Steve Blank, entrepreneur, professeur Stanford, Isabelle Cocher, directeur général du groupe Engie, Tidjane Thiam, PDG de Crédit Suisse, la coopération de Jean Pisani-Ferry, membre du Cercle des économistes. Professeur Duflo, vous pouvez prendre la parole. Nous savons que la lutte contre la pauvreté est au cœur de vos travaux. Vous avez fait des travaux sur les droits des personnes les plus démunies. Vous avez la parole, madame. Étant donné que la plupart des intervenants parlent en anglais, je vais parler en anglais avec mes excuses. Aujourd'hui, je souhaiterais me focaliser sur un des rôles des pouvoirs publics, c'est ce que je connais le mieux, à savoir que pensons-nous qu'un pays comme la France puisse faire, un pays de taille moyenne? Que peut faire la France dans le monde d'aujourd'hui et le monde de demain en matière de coopération internationale? Je vais commencer par vous donner un peu de contexte. À mon avis, c'est quelque chose que nous avons tendance à oublier. Il faut bien garder à l'esprit que nous sommes dans un monde, sur le plan géopolitique, nous avons très peu de bonnes nouvelles. Ce qui se passe en matière de pauvreté, en fait, ce sont de très bonnes nouvelles. Nous avons un nombre de personnes pauvres qui a été divisé par 2, c'est-à-dire les personnes qui vivent avec moins d'$1 par jour. Cela peut être un objectif de développement durable. Donc, les personnes qui vivent dans la pauvreté extrême, de ne plus avoir personne dans cette catégorie d'ici à 2030. Nous avons d'autres manifestations de ce phénomène, la mortalité qui a été divisée par 2 depuis 1990, la mortalité infantile qui s'est réduite. Nous avons désormais un accès quasi universel aux soins, à l'exception des situations de crise. Donc, dans l'ensemble, le monde, en fait, s'améliore. Un autre fait important est de savoir que l'aide à la coopération internationale diminue en tant que part du PIB. Depuis 1960, l'aide en tant que part du PIB a également été divisée par 2. Donc, c'est un peu le chiffre qui peut nous guider aujourd'hui. Nous avons pu constater beaucoup d'améliorations dans le pays en développement qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'aide. Alors, certains vont dire que c'est lié à la croissance, d'autres vont dire que c'est grâce à l'aide. J'imagine qu'en réalité, ça mélange des deux. Mais en pratique, des pays comme la Chine, comme l'Inde sont des pays qui deviennent de plus en plus riches. L'aide, en fait, représente une part de plus en plus petite du développement dans le monde. Sur le plan
quantitatif, l'aide a toujours joué un rôle minime et cela continue à être le cas. Par ailleurs, de plus en plus d'aide ne provient pas des anciens pouvoirs coloniaux ou des grands pays comme les États-Unis. Cela provient de nouveaux acteurs tels que la Corée, tels que le Brésil, la Chine, d'une certaine manière. Non, peut-être que la France n'aura pas de rôle à jouer dans ce domaine dans l'avenir. Nous avons très peu de fonds. Nous pourrions peut-être faire autre chose avec ces moyens. Alors, lorsque j'ai fait partie du Conseil mondial sur le développement économique, nous avons livré un rapport au président Obama et nous avons constaté les mêmes choses. Alors, nous n'avons pas déterminé qu'il fallait mettre fin à nos programmes d'aide aux États-Unis. Je ne dirais pas la même chose pour la France. Toutefois, nous avons formulé 3 recommandations. Donc, au-delà du business as usual, ce qui est le titre du rapport. D'abord, le secteur privé, notamment dans le domaine de la coopération internationale. Deuxièmement, le changement climatique. Et troisièmement, d'encourager l'innovation. Je ne vais pas beaucoup parler du premier thème. À mon avis, nous ne pourrons pas beaucoup progresser sans l'aide des autres grands acteurs, notamment un grand acteur qui est absent. Deuxièmement, le changement climatique. Troisièmement, l'innovation. Ce sont deux sujets sur lesquels nous pouvons nous pencher ensemble. Alors, que veut dire l'innovation? En fait, je ne suis pas en train de parler de nouveaux appareils technologiques. Cela peut comprendre ce domaine, mais entre autres. Donc, lorsque je parle à l'innovation pour les pays en développement, le rôle que peut jouer l'innovation, je ne suis pas en train de parler aux smartphones ou piles solaires. Je suis en train de penser à l'innovation au sens large, c'est-à-dire l'innovation en matière de la définition des politiques. Par exemple, une meilleure manière d'enseigner aux enfants. Beaucoup d'enfants vont à l'école mais n'apprennent pas grand-chose. Nous avons besoin d'innovation dans ce domaine de l'enseignement. De la même manière, lorsque je parle de l'innovation dans le domaine de la politique sociale, souvent, cette innovation aura un rendement social important, mais qui n'aura peut-être pas de valeur commerciale proprement dite. Par exemple, nous pouvons penser à une nouvelle façon de livrer des vaccins. Pour l'instant, nous le faisons de matière gratuite. Nous pourrions peut-être le faire de manière plus efficace. On pourrait obtenir un rendement intéressant, mais ce n'est pas quelque chose que l'on va commercialiser à niveau individuel. Donc, l'innovation sociale n'est peut-être pas source de chiffre d'affaires, n'est peut-être pas pérenne sur le plan financier, même si c'est pérenne sur le plan social. À mon avis, aujourd'hui, nous avons l'impression que tout ce qui est important doit générer des revenus. Donc, les entrepreneurs sociaux vont inventer de nouvelles choses pour lesquelles nous avons très peu de demandes, mais il existe cet espoir qu'un jour, il y aura la demande pour ces services. Tout cela pour dire que le téléphone portable a été inventé sans le soutien de quiconque. C'est un exemple qu'on peut donner. Donc, un exemple d'un appareil qui n'a pas bénéficié d'aide particulière. Alors, lorsqu'on pense à l'innovation dans le secteur social, les pays doivent s'améliorer, ont besoin d'innovation sociale. Et depuis quelques décennies, nous avons plusieurs exemples d'innovation sociale qui ont transformé bien des choses. Par exemple, BRAC, Bangladesh, une ONG qui a été créée pour transférer des actifs vers les personnes les plus démunies, ce qui a eu pour effet d'aider beaucoup de personnes à se sortir de la pauvreté.
Donc, un potentiel social très important, beaucoup de personnes qui peuvent sortir de la pauvreté, un programme que l'on suit depuis une dizaine d'années. Nous savons que cela fonctionne, mais sans un grand investissement initial. Donc, tout cela pour dire que je travaille dans ce domaine depuis de nombreuses années et nous voyons l'intérêt pour ces innovations, cette volonté de trouver de meilleure façon de faire les choses, mais c'est un domaine qui est très proche de l'innovation sociale. Parfois, il faut prendre des risques, les choses ne marchent pas toujours, donc il faut des capitaux, mais des capitaux qui ne vont pas forcément générer un rendement dans les médias. Il y aura un rendement social, une valeur sociale. Alors, où trouver ces fonds? Pour ces pays en développement, il faut trouver ces fonds à l'extérieur de leur budget, tout comme dans les pays plus avancés, comment trouver ces fonds, car nous avons beaucoup de choses qu'il faut financer dans les médias et nous n'avons par conséquent pas toujours le temps ni l'espace financier pour expérimenter. C'est la raison pour laquelle je pense qu'un pays de taille moyenne comme la France, avec un budget de l'aide conséquent, devrait se transformer, de passer d'une institution qui livre les choses de manière efficace ou pas efficace, peu importe. Mais ce que nous ne pouvons remplacer, c'est l'équivalent du capital risque, mais pour la politique sociale. C'est la raison pour laquelle beaucoup de pays devraient faire de telles initiatives, mettre en œuvre telles initiatives. Nous avons eu quelques petites tentatives aux États-Unis avec le développement de USAID. Donc, c'était une part infime du budget de USAID. Mais nous avons examiné l'impact par rapport à l'innovation qui a été générée, développée par des acteurs privés, non pas uniquement par l'État américain. Et nous avons donc ce développement de l'innovation qui était couronné de succès. C'est vrai, c'était un petit exemple, une petite entité qui n'existe plus, mais je pense qu'il existe une niche pour la France qu'on pourrait essayer de respecter l'engagement de 0,7% du budget de l'aide qui a été voté. Donc, pas simplement pour faire des choses, mais essayer d'aider les pays à financer des innovations dans la sphère sociale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Duflo. Donc, en effet, le monde se porte mieux qu'auparavant, mais il reste encore de la marge. Monsieur Brown, quelles actions devraient être mises en œuvre pour avancer dans ce domaine? Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour cette invitation. Vous avez fait preuve de beaucoup de compassion en invitant un homme politique britannique à Paris après le Brexit, et je viens ici en tant que citoyen britannique et européen. Je souhaiterais remercier le président Macron, pas uniquement car il a organisé cette conférence, mais également pour le leadership dont il a fait preuve dans le domaine environnemental en Europe et également par rapport à ces gros enjeux économiques. Pendant quelques minutes, je vais aborder cette question, à savoir que dans notre monde moderne, nous n'avons pas uniquement besoin d'action nationale, de politique en matière d'éducation de chaque État, mais d'avoir davantage de coopération internationale. Je vais essayer d'illustrer mon propos et j'espère que la France va pouvoir donner l'exemple pour que nous ayons une mondialisation plus inclusive. La mondialisation, dans ce domaine, nous n'avons pas eu de visage humain comme un leader. C'est un peu comme un train qu'on ne contrôle plus. Ce n'est pas uniquement le Brexit, la Grande-Bretagne, mais c'est également le nationalisme dans d'autres pays européens, ce que nous avons pu constater aux États-Unis. Ce sont les
Ce sont les préoccupations que nous avons autour de cette mondialisation qui crée des inquiétudes, l'impression que le chômage va avoir un impact négatif et peut-être cette impression que l'avenir ne sera pas plus prospère. Mais en fait, c'est une économie qui va doubler d'ici à 20 ans, une économie qui va passer à 100 trillions, 200 trillions, de voir cette croissance qui va passer de 2 milliards à 4 milliards, 1 milliard de propriétaires de maisons, ce chiffre va doubler. L'économie mondiale qui ne cesse de croître, mais nous pouvons voir ce qui se passe en Asie, ce qui se passe dans les marchés émergents. Et bien sûr, toutes les économies devraient pouvoir profiter de cette augmentation de production, de productivité et notamment l'augmentation de la demande des consommateurs qui va suivre. Et toutes les entreprises avec de nouveaux produits, avec de nouvelles technologies devraient pouvoir en profiter. Mais nous avons cette idée de marasme, de stagnation dans les pays occidentaux, que le taux de croissance n'est pas suffisant. Et c'est vrai qu'en dépit des augmentations récentes, la croissance reste assez atone. Nous avons la question des inégalités, l'épargne qui est entre les mains de seules certaines personnes. Et tout cela, si vous voulez, sur fond de la fin du consensus de Washington, ce consensus en place depuis 30-40 ans, nous ne pouvons plus imaginer une situation dans laquelle les flux de capitaux spéculatifs ne vont pas avoir d'impact sur les économies, que les inégalités peuvent être positives pour les économies et même le FMI explique tout le contraire, qu'il faut pouvoir se sortir de la crise. Et je pense que tout le monde reconnaît que nous avons eu besoin de mettre en œuvre des politiques courageuses après 2009. Donc, ce consensus de Washington qui ne peut plus durer est le besoin de consolider la prospérité nationale au niveau de chaque pays. Alors, nous pouvons regarder ce qui se passe en Grande-Bretagne ou avec Trump aux États-Unis. Une montée de protectionnisme dans différents pays. L'idée de limiter les importations pour après permettre aux pays de mieux produire, de pouvoir mieux servir le marché national, ne plus s'inquiéter du reste du monde. Un pays qui exporte a besoin d'importation. Il n'est pas possible d'imaginer que le monde moderne va disparaître. Il y a une trentaine d'années, les pays asiatiques produisaient avec du matériel d'occasion. Désormais, ce sont des pays qui arrivent à produire leurs biens avec exactement la même technologie que dans l'Occident. Donc, il n'est pas possible d'être nostalgique, d'espérer que le passé revienne. Nous allons pouvoir rapatrier certains emplois, mais nous avons les effets de l'automatisation et après une chaîne logistique mondiale où il va être très difficile de gérer ces transformations. Donc, il va être très difficile de pouvoir mettre en place des mesures protectionnistes car cette chaîne logistique est en place et va perdurer. Il n'est pas non plus question uniquement de compenser les personnes car leur salaire stagne. Cela ne peut pas être toute la solution. Dans une étude américaine, il a été déterminé que si on voulait augmenter les salaires au niveau des salaires les plus élevés des années 80, il faudrait taxer ces revenus les plus élevés de manière extrêmement forte. Donc, pour obtenir ces mêmes niveaux de rémunération en Europe, il serait tellement difficile, cela ne peut
être la seule solution mise en œuvre. Et pour pouvoir gérer ce problème, nous avons également la question des paradis fiscaux. Et pour cela, bien sûr, il faudrait un accord international. Donc, j'en arrive à deux thèmes principaux. Tout d'abord, toute économie nationale doit se reposer sur l'innovation et l'éducation. Nous avons besoin d'une révolution en matière d'innovation. L'éducation joue un rôle clé. Et en tant qu'envoyé spécial, justement, dans le domaine de l'éducation pour les États-Unis, pour les Nations Unies, je vois lors de mes déplacements partout dans le monde que la formation ne sert pas uniquement à fournir des compétences de base ou des compétences techniques, mais il faut également créer une nouvelle génération d'entrepreneurs et justement d'avoir cet effet de catalyseur pour que nous puissions avoir nos innovations dans l'avenir. Pour cela, il faut de bonnes écoles, il faut de bons programmes scolaires et il faut mettre en place un système éducatif efficace, justement pour que la technologie ne soit plus perçue comme une menace, mais comme étant un moyen d'améliorer la vie de nos citoyens. Ensuite, il y a un autre point. Ce que nous devons faire d'expérience, c'est reconnaître que la prospérité nationale dans le monde moderne ne peut pas être aussi efficace qu'elle ne peut l'être s'il n'y a pas un niveau renforcé de coopération internationale. Notre objectif ne doit pas être d'abandonner les chaînes de valeur mondiale. Elles sont là pour rester. On ne peut pas compenser les échecs en augmentant les salaires dans la chaîne de valeur mondiale. Non, nous devons faire partie intégrante du processus de réforme afin d'assurer une économie mondiale plus inclusive. Prenons un exemple. Si l'on prend le travail des enfants, les salaires qui sont finalement une véritable exploitation et qui sont en partie responsables de la stagnation des salaires dans l'Occident, eh bien, il faut agir ensemble pour réformer ces chaînes de valeur mondiale. Prenons la pollution. Les entreprises qui ont la possibilité de se déplacer facilement dans des pays, de pays où il y a des réglementations très élevées à des pays où il y a des réglementations faibles ou autres, eh bien non, il faut être sérieux quant à l'accord sur les changements climatiques que nous avons signé à Paris. Ça doit être présent au sein de la chaîne de valeur mondiale, sinon nous payons finalement le prix d'autres qui prennent toutes les libertés. C'est à nous d'agir pour ce qui est des carbones. Pour ce qui est des paradis fiscaux, par exemple, eh bien, vous n'allez pas ramener de l'argent pour financer les services publics ici ou pour insuffler un sentiment d'équité dans la population lorsque d'aucuns payent leurs impôts et que d'autres ne le font pas, à moins qu'il n'y ait des accords internationaux qui doivent aller beaucoup plus loin que ce que nous avons sur les listes noires, sur les actions qui sont engagées contre les paradis fiscaux qui ne sont pas en mesure de coopérer, ou encore les entreprises qui utilisent le prix des transferts pour réduire le prix de leur imposition, alors que pourtant leurs activités se font dans une économie ou dans une nation où ils ne payent pas ou très peu d'impôts. Alors comment parvenir à cette coopération mondiale à l'avenir? Eh bien, nous devons tirer les enseignements des 10 dernières années aussi. Les déséquilibres macroéconomiques n'ont pas été affrontés avant la crise économique. Ainsi, il y avait de grands déficits dans certains pays, de grands excédents dans d'autres. Et la seule manière de gérer, c'est de faire en sorte que nous ayons des accords internationaux pour réduire les excédents, pour réduire les déficits, afin d'avoir un système d'échange plus équitable dans le monde. La stabilité financière. Vous savez, étant donné mon expérience de la crise économique et financière mondiale, je ne peux pas vous garantir, vous dire que les modifications qui ont été apportées depuis 2009 permettront d'éviter une crise à l'avenir. On ne le sait pas encore. On ne sait pas encore exactement où l'argent est, à qui elle appartient, dans quels termes, etc. Donc, et c'est lorsque une nouvelle crise arrivera que nous nous poserons les questions. Il ne suffit pas que la France ou le Royaume-Uni aient leur propre système réglementaire. Dans cette économie interconnectée, nous devons aller beaucoup plus loin. Nous devons travailler main dans la main afin d'inclure tous les centres financiers qui ensuite sont tenus d'adopter des normes financières en matière de transparence, d'appropriation du capital, d'effet de levier également. Nous avons besoin de règles qui s'appliquent à nous, mais également aux autres pour éviter les contagions, parce que la prochaine crise, elle pourrait venir d'Asie, peut-être d'un pays industriel et non pas des États-Unis. Donc pour y faire face, nous avons besoin d'un niveau de coopération internationale qui n'existe pas à l'heure actuelle. Et nous allons également avoir besoin d'une réforme de nos organisations internationales, et j'espère que la France prendra la tête afin de nous assurer que nous ayons une prospérité nationale, mais également
simplement pour montrer que l'économie mondiale avancera de manière beaucoup plus efficace. Le FMI, à mon sens, doit se concentrer, se focaliser sur la surveillance de l'économie mondiale, car le FMI a été créé pour un monde où il y avait des économies assez protégées en 1945. Aujourd'hui, nous avons une économie interconnectée. Ainsi, le FMI et la Banque mondiale doivent évoluer. La Banque mondiale doit être dotée de ressources car elle est sous-capitalisée. Il faut une meilleure allocation de capitaux, il faut également de nouveaux fonds et il faut que tous les États participent, les États avec des revenus élevés, avec des revenus moyens, etc. Personnellement, j'insiste également en faveur d'un fonds mondial pour l'éducation. En effet, nous ne dépensons que 12 000 milliards de dollars par an sur l'éducation, c'est-à-dire 10 dollars par enfant dans les pays les plus pauvres du monde. Et cela ne suffit pas, par exemple, pour se permettre un ouvrage d'occasion. Or, nous avons l'impression que nous agissons pour les opportunités d'éducation. Vous savez, il y a aujourd'hui 260 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école, 400 millions d'enfants qui cessent leur éducation à 11 ans, 8 millions d'enfants qui n'auront jamais aucune qualification avant de quitter l'école et donc qui ne sont pas armés comme il se doit avec les bonnes compétences pour faire face à cette nouvelle économie mondiale. Et pourtant, nous continuons de dépenser aussi peu et pourtant, l'impact, ce n'est pas juste que les jeunes se voient nier des occasions, que l'économie n'est pas efficace, mais l'impact, c'est aussi de grandes migrations qui vont venir d'Afrique. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'offrir aux jeunes des raisons de rester dans leur pays et au Moyen-Orient, eh bien, il y a des terroristes qui exploitent notre incapacité à financer et à offrir une éducation aux jeunes malgré cette promesse de l'éducation pour tous et c'est ça qui alimente des mouvements terroristes. Ainsi, je suis convaincue qu'il nous incombe d'agir face à cette situation. Bien, je puis vous dire que quand j'ai lu la biographie par Oliver Tolz d'Albert Camus, j'ai été impressionnée parce qu'il a parlé d'une réunion qui s'est tenue en 1946 ici à Paris. Je ne l'oublierai jamais. Il a dit que Camus a appelé tous ses amis et associés, y inclut Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Kessler était là également, André Malraux, qui était ministre de la Culture, était présent, et Albert Camus, eh bien comme Sartre, il était considéré comme un existentialiste. Et il s'est tourné vers ses collègues et il s'est dit, mais est-ce que nous nous sommes trompés? Est-ce que nous nous sommes trompés lorsque nous avons affirmé qu'il n'y avait pas quelque chose comme les valeurs morales? En effet, il a affirmé que si nous avions dit la réalité, si nous avions dit c'est en ça que nous croyons, eh bien ça aurait été le début de l'espoir. Et comme Esther Duflo vient de le décrire, je pense que nous avons un défi économique mais également un défi épique, à savoir créer un monde plus inclusif car il ne l'est pas aujourd'hui. Il faut commencer en créant une stabilité nationale, mais à travers cette coopération mondiale, internationale renforcée, je pense que nous pouvons rendre le monde meilleur, réduire la pauvreté, atteindre les objectifs de développement durable, créer un monde meilleur. Et véritablement, je suis enthousiaste à la perspective de constater que Emmanuel Macron prendra le lead afin d'y parvenir. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Mr. Brown. Un grand merci, Monsieur Brown. Professeur Duflo en a appelé pour de l'innovation dans la politique sociale. Monsieur Brown en a appelé à davantage de coopération entre les gouvernements pour agir. La prochaine étape logique, c'est d'entendre la voix du secteur privé. Je me tourne vers vous, Monsieur Thiam. Selon vous, quels sont les moteurs de la croissance économique et du bien-être en adoptant la perspective du secteur privé? Merci, c'est un plaisir d'être ici comme vous, Esther. Je m'exprimerai en anglais, bien que je sois français, sachant que les orateurs ont la possibilité de s'exprimer en français s'ils le souhaitent. Je suis ravie de cette réunion et d'avoir été invitée. Alors, j'ai soupçonné souvent d'être quelque peu malchanceux. Gordon, tu t'en rappelleras peut-être, nous étions ensemble en 2011 en Chine et partout où je vais, je parle juste après Gordon Brown. Et généralement, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qu'il a d'ores et déjà dit, car je pense qu'il a couvert beaucoup de choses. Mais malgré tout, j'essaierai d'apporter ma pierre à l'édifice et de vous présenter quelques perspectives. Alors pour nous, la chose la plus importante, c'est le capital humain, c'est-à-dire que les personnes sont absolument essentielles. Le Crédit Suisse vient juste de publier un rapport sur le bien-être et la prospérité et donc
0,7% de la population dispose, donc c'est-à-dire 36 millions de personnes qui sont millionnaires, eh bien, ils disposent de 128,7 000 milliards de dollars. Donc ils ont entre leurs mains, donc 0,7% de la population qui a entre ses mains 45,9% de la richesse mondiale. Le défi, quel est-il? Eh bien, comment faire fonctionner un système stable étant donné ces conditions? Et je pense que beaucoup d'insatisfaction dans le monde trouve sa place dans ces statistiques. Donc il faut autonomiser les personnes, les éduquer. C'est une condition nécessaire. Vous savez, moi-même, je viens de la Côte d'Ivoire et les femmes qui ont une éducation ont 2,1 enfants, alors que les femmes qui n'ont pas reçu d'éducation et qui sont dans les zones plus reculées ont 8,2 enfants. Si l'on regarde les moteurs de la croissance, eh bien, nous constatons que lorsque vous avez davantage de contrôle sur les naissances, eh bien, il y a également davantage de croissance. Vous verrez que le nombre de femmes par enfant, le nombre d'enfants par femme avec un même niveau d'éducation, eh bien, ils sont similaires dans le monde entier. Donc, contrôler la démographie, avoir un bon capital humain, c'est important. La technologie, bien entendu, à nos yeux, c'est absolument crucial. Vous pouvez énumérer les statistiques. 90% des données dans le monde, par exemple, ont été produites au cours des 2 dernières années. C'est assez incroyable, mais j'ai vérifié et plusieurs sources le confirment. C'est assez renversant. Donc 90% des données qui circulent dans le monde ont été produites au cours des 2 dernières années. Nous avons des systèmes informatiques qui sont de plus en plus rapides, de plus en plus performants. Au sein du Crédit Suisse, 50 millions de trades par jour. La quantité de données que nous manipulons, elle est une fois de plus renversante. Et vous avez fait un commentaire un petit peu plus tôt, à juste titre. Nous avons tous l'impression que nous sommes aujourd'hui dans l'ère des startups. Alors c'est vrai que la technologie crée un véritable avantage pour monter en échelle. C'est de plus en plus difficile aussi pour les startups de s'aligner avec le niveau d'information dont nous disposons, la capacité également de consolider des données et d'analyser les données. Nous l'avons entendu. Une centaine de doctorats dans les laboratoires. Nous développons de nombreux produits et nous avons bien des produits. Bon, en fait, tout ce que j'essaie de dire ici, c'est que le nombre d'informations qui peut être produit est absolument considérable. On serait vraiment très impressionné. Alors, et c'est impressionnant aussi de voir tout ce que vous pouvez trouver sur quelqu'un sur l'Internet. Et je pense que cela soulève un certain nombre de questions d'ordre éthique. Si vous voyez par exemple que monsieur tel et tel s'est rendu auprès d'un centre d'oncologie pour faire un test de cancer, par exemple, vous en tant que banque, que faites-vous avec cette information? C'est très délicat. Alors, parce que voilà, il y a les plus de la technologie, mais il y a également des moins, c'est-à-dire qu'il y a les questions de cybersécurité, mais aussi également des questions morales. Nous avons créé, par exemple, un comité de déontologie afin de réglementer ce que nous pouvons faire avec l'information. Parce que même dans les limites de la loi, vous êtes en mesure finalement d'agir de manière parfois douteuse. Je vais avancer, le capital physique, l'infrastructure, c'est très important, bien entendu. Les échanges, les investissements, je suis ravie des propos qui ont été tenus par Gordon. Les économies ouvertes, les échanges, l'investissement, c'est absolument vital. Créer de la richesse. Les échanges entre la Chine et l'Afrique sont passés de 0 à 200 000... Pardon, à 2000 milliards de dollars. La Chine aujourd'hui échange des milliards, donc le chiffre a été multiplié par 3 au cours des dernières années et nous avons une augmentation de 50% par an. Donc les échanges transforment le monde. Je pense que cela coûte 50 centimes de faire, de déplacer une chaise dans le monde. Donc où qu'elle soit produite, cela importe peu. Et je suis d'accord avec Gordon, il y a une véritable bataille qui doit être menée. Il faut s'assurer que celle-ci soit menée, qu'il y ait le moins d'externalités éthique que possible, mais bien entendu, il faut gérer les choses. Ensuite,
Je terminerai avec des capitaux intangibles, des capitaux sociaux. Vous pouvez utiliser le terme que vous voulez. Nous avons la question de l'état de droit qui est très importante, comme vous le savez. Les services financiers, dans le cas de mon secteur, c'est très important afin de financer l'économie. Et puis peut-être un dernier point, si vous me le permettez. Car il y a de très nombreuses années, Gordon et moi, nous étions sur la Commission pour l'Afrique en 2003. Et il y avait des flux de travaux, agriculture, infrastructure, etc. Et moi, comme personne venant plutôt du secteur privé, du monde des affaires, j'avais demandé un flux de travail qui n'avait pas été prévu. Et j'avais d'ailleurs menacé de démissionner et de faire un grand scandale parce que je voulais un flux sur la paix et la sécurité. Parce que vous ne pouvez pas parler de quoi que ce soit s'il n'y a pas paix et sécurité. Alors, ce n'était pas parce que je sortais d'un gouvernement qui avait été victime d'un coup d'État, mais parce que j'étais parfaitement conscient que quel que soit votre QI, quelle que soit votre morale, s'il n'y a pas de paix et de sécurité, il ne peut pas y avoir d'affaires, il ne peut pas y avoir de développement. Et je pense que dans notre monde occidental quelque peu confortable, nous avons tendance à oublier combien est-ce que la paix et la sécurité sont précieux. Nous avons tendance à partir du principe que c'est acquis. Or, je pense que des personnes comme le président Macron, comme Gordon, eh bien, ils œuvrent afin de mener notre monde dans une direction plus coopérative et je pense que c'est absolument crucial. Merci beaucoup. We've called again for more cooperation. Bien, nous en appelons à davantage de coopération, nous en appelons aux pays à se réunir. Mais Monsieur Blank, en même temps, nous avons des modèles très différents qui coexistent aujourd'hui pour ce qui est du soutien à l'innovation. Selon vous, quelles sont les grandes leçons que nous pouvons tirer de la Silicon Valley par rapport à la Chine, par rapport à Israël ou par rapport à la France et le soutien qu'ils apportent à l'innovation ? Alors, il y a un lieu que vous n'avez pas abordé, parce que moi, quand je suis arrivée en Silicon Valley, les concurrences n'étaient pas la Chine ou autre, mais c'était Boston, donc aux États-Unis. Et aux États-Unis, il n'était pas tout à fait clair de savoir laquelle de ces régions serait la région qui dominerait l'innovation. Pour faire court, la raison pour laquelle la Silicon Valley a gagné, c'est une raison culturelle, c'est-à-dire c'était la culture de l'environnement. Il faut savoir qu'à Boston, eh bien, vous vivez généralement à proximité de chez vos parents. Et l'idée de changer d'emploi aux États-Unis, c'était une notion assez radicale. C'est-à-dire que lorsque vous allez voir votre père pour dîner, si vous lui racontez que vous avez un nouvel emploi et puis encore un nouvel emploi, eh bien, le père va en quelque sorte estimer que vous êtes comme mort parce qu'il faut rester dans son emploi. Alors qu'en Californie, c'était quelque chose de beaucoup plus normal de changer fréquemment d'emploi. Ensuite, autre changement culturel majeur, c'est la question de l'échec. L'échec sur la côte atlantique, c'était une marque à vie. Si vous avez échoué, vous êtes considéré comme impossible à employer à vie, alors que en Californie, on parle les entrepreneurs qui ont fait des échecs, on les appelle les entrepreneurs expérimentés, c'est-à-dire qu'ils ont fait de l'expérience. Et vous savez, lorsque l'échec est considéré comme une expérience pour un entrepreneur, eh bien c'est beaucoup plus possible. Alors bien entendu, échouer, c'est horrible que vous soyez sur la côte Pacifique ou sur la côte Atlantique, mais sur la côte Pacifique, ça ne met pas un terme à votre carrière. Et donc, ce qui s'est passé dans la Silicon Valley en 1978 ou 1979, eh bien, c'était finalement les accidents de la politique américaine qui a quelque peu réduit les gains des capitaux en pensant que cela ne permettrait pas véritablement d'agir en faveur de l'innovation. On ne savait même pas trop placer la Silicon Valley. Et puis ensuite, en 1979, nous savons, il y a eu une modification pour les fonds de retraite destinés aux syndicats et aux grandes coopérations pour leur permettre d'investir jusqu'à 10% de leurs capitaux dans des fonds à risque. Cela a modifié la quantité de capital disponible pour les venture capitals avec des millions et des millions de dollars en plus. Donc tout d'un coup, le venture capital, plutôt que d'être un hobby pour les hommes riches, eh bien c'est devenu quelque chose qui a fleuri comme entreprise, comme business. Mais il y avait donc une grande différence parce que sur la côte Est, même avec ces millions
millions de dollars, eh bien, les venture capitalists continuaient d'agir comme s'ils étaient des banquiers. Alors que sur la côte ouest, ils ont agi comme s'ils étaient des pirates. Et ce sont les pirates qui ont gagné. C'est ainsi que la Silicon Valley est devenue le cœur de la prise de risque aux États-Unis. Et tout d'un coup, on a commencé à voir des entreprises comme Apple, Google ou Facebook qui étaient financées dans une région où le risque était apprécié comme une partie naturelle des affaires. Mais la Silicon Valley, c'était un accident. Ce n'était pas un centre pensé pour l'innovation. Ceci dit, dans le monde, au cours des 20 à 30 dernières années, nous avons vu des centres pour l'innovation qui ont été conçus. Singapour, par exemple, depuis sa création, qui s'appuyait sur la survie, a conçu tout cela. Ensuite, il y a eu Israël, il y a ce livre Startup and Nation qui peut décrire la transformation d'Israël qui passe d'un pays socialiste pour devenir une des usines de l'innovation. Alors, bien entendu, le scientifique en chef d'Israël a décidé que le pays avait besoin de processus d'innovation et de culture et a invité des financiers américains, majoritairement des financiers juifs, qui souhaitaient aider l'État d'Israël afin qu'ils viennent créer des incubateurs pour générer cette culture. Ce qui a été intéressant, c'est que dans la majorité de ces expériences, eh bien, c'est allé outre, finalement, l'action des agences gouvernementales. Ensuite, à la fin des années 80, au début des années 90, la Chine s'est rendu compte que si elle souhaitait que ses systèmes militaires et de défense soient concurrentiels face à ceux des États-Unis, ils devaient développer leurs écosystèmes de sciences et de technologies. Et à travers la majorité des programmes, ils ont financé 10 à 20 expérimentations en créant des clusters d'entrepreneurs dans le pays. Et deux de ces clusters ont véritablement décollé, l'un au nord-ouest de Pékin, c'est là le centre des logiciels, et puis dans la vallée Perouva, qui est bien entendu le cœur de la manufacture et du capital en Chine. Et bon, ils n'avaient pas prévu cette explosion de la consommation, mais finalement, c'est un effet secondaire de leur désir davantage de technologie pour leur système de défense qu'ils ont créé cette machine à entrepreneurs. Et puis, il y a également le centre d'entrepreneuriat de New York City. Pendant des années, c'était considéré comme le centre financier des États-Unis. Le maire Bloomberg a dit « Nous devons faire de New York un centre de l'entrepreneuriat ». Et donc, il y a eu des ingénieurs, des investissements à petite échelle qui ont permis finalement à l'innovation de fleurir à New York également. Donc, il y a différents modèles, il existe également différents exemples de pays qui véritablement ont conçu des clusters couronnés de succès pour l'entrepreneuriat. Et permettez-moi de souligner que la majorité de ces pays, eh bien, cela n'implique pas un financement national, un financement gouvernemental des startups. Donc, ce n'est pas eux qui choisissent ceux qui gagnent et ceux qui ne gagnent pas, mais c'est le marché qui choisit. Autre chose que je souhaite mentionner, car c'est un problème en Europe apparemment, généralement, ces fonds proviennent de fonds fiduciaires ou encore de fonds de retraite ou autres. Permettez-moi de vous rappeler qu'en Afrique, en Mongolie, en passant par Paris, l'entrepreneuriat, ça existe partout. Les entrepreneurs, ils sont partout. Mais ce qui n'existe pas partout, c'est un capital de risque à l'échelle. Pas 1 million de dollars, mais comment lever 100 millions de dollars. Là, ce n'est pas partout que ça fonctionne. Et autre chose que je me permettrai de fonctionner. Vous savez que vous avez un cluster de l'entrepreneuriat lorsque c'est un véritable magnet qui attire les personnes. Un cluster d'entrepreneuriat, ce n'est pas un programme pour affecter des emplois à la population locale. Ce n'est pas ça. Un cluster, véritablement, c'est quelque chose qui va attirer les gens vers la région où le cluster est implanté. Et parfois, avec les décideurs politiques, nous faisons la confusion entre l'entrepreneuriat à petite échelle, avec les petites entreprises, l'entrepreneuriat social, l'entrepreneuriat d'entreprise, etc. Tout cela requiert des personnes différentes, des politiques différentes, des capitaux différents, des ressources différentes. Voilà, je m'en tiendrai là et je vous remercie. Merci à vous. Bien, chers orateurs, je vous propose de passer à la discussion. Madame Kocher, le secteur d'Engie se trouve à la croisée des chemins dans cette thématique. C'est du secteur privé, mais bien entendu, il y a une implication au plan géopolitique également. À votre avis, l'innovation, combien a-t-elle permis de modifier la donne dans votre secteur du point de vue privé et public? Eh bien oui, l'innovation, c'est vraiment une question clé.
Mais je pense qu'il ne s'agit pas uniquement d'innovation technique, cela va aussi plus loin. Aujourd'hui, le monde change et donc ces clusters, ils évoluent. Je pense par exemple que les changements climatiques sont vraiment une sonnette d'alarme et jouent un rôle important dans ce domaine. Dans les faits, l'innovation, elle a commencé, mais après cette sonnette d'alarme, vous vous en rappellerez peut-être, les premières technologies renouvelables, vous savez, c'était au début des années 90, c'est quand moi j'ai commencé à travailler, et à l'époque, cela coûtait très cher, les prix n'étaient absolument pas raisonnables. Je me rappelle par exemple des premiers prix du photovoltaïque, c'était 7 € par mégawattheure. Donc si vous n'êtes pas spécialiste des prix de l'énergie, eh bien vous vous rendrez bien compte que c'est beaucoup trop. C'est 10 fois les prix que nous avions l'habitude de gérer. Et pourtant, cela a été développé. Et il y a une raison, et j'insiste, ce n'est pas avant tout l'innovation d'ordre technologique, mais c'est véritablement une nouvelle conscience par rapport à ce dont le monde a besoin. Nous en avons discuté en long, en large et en travers depuis le début de cette table ronde, donc je ne vais pas y revenir. Et c'est vrai que c'est arrivé et aujourd'hui, il y a une chose qui est claire. Nous disposons de technologies qui, dans les faits, sont propres, qui sont tout à fait abordables et qui nous ouvrent de très nombreuses portes. Ce que nous constatons aujourd'hui, par exemple, c'est un accès universel à l'énergie. En tout cas, c'est le potentiel, de manière tout à fait abordable. Vous le savez, nous avons entre 1 et 2 milliards de personnes aujourd'hui dans le monde qui n'ont pas accès à l'énergie. Or, vous le savez, sans énergie, il n'y a rien, pas d'éducation, pas de santé. Le cycle du développement ne peut même pas commencer. Donc l'accès universel à l'énergie, alors oui, ce n'est pas simple, mais je pense que c'est un objectif atteignable. Les grands changements que j'envisage à l'avenir sont des changements géopolitiques. En effet, soyons très honnêtes, aujourd'hui, très peu de pays alimentent le reste du monde en ressources énergétiques et donc à l'avenir, nous pouvons partir du principe que la grande majorité des pays devraient être en mesure d'avoir accès à l'indépendance énergétique. Prenons par exemple l'exemple du Maroc ou encore du Chili. Ce sont des pays qui n'avaient absolument aucune ressource sur leur propre territoire en termes de ressources énergétiques traditionnelles, comme par exemple le charbon. Solar energy at now 20 euros. Aujourd'hui, ces pays vendent de l'énergie photovoltaïque à des prix risibles par rapport au prix que je vous ai mentionné plus tôt. Donc cela signifie que ces pays ont accès à un statut nouveau. Ils ne dépendent plus de leurs voisins. Et vous le savez, chaque année, ils sont en mesure de renforcer leur indépendance. C'est essentiel. Voilà le deuxième point. Ensuite, troisième point, dans les pays développés, nous constatons de très nombreuses améliorations pour ce qui est de la qualité de vie, pour ce qui est du coût de l'énergie. Par exemple, si nous sommes en mesure d'économiser 20 à 30% sur la facture énergétique des entreprises, vous imaginez ce que cela représente en termes de gains de compétitivité? Alors oui, aujourd'hui, sans aucun doute, nous sommes confrontés à quelque chose qui ressemble à une révolution industrielle profonde qui peut peut-être offrir une qualité de vie différente aux individus partout, dans les pays développés, mais aussi dans les pays en développement. Donc en tant que groupe, eh bien, nous sommes tenus de jouer ce jeu et nous avons décidé d'anticiper ce qui, à notre sens, est une mutation profonde. Nous souhaitons véritablement surfer cette vague, si vous me permettez cette métaphore. Nous faisons trois choses en même temps. D'une part, nous savons que 20% de nos activités sont des activités décarbonées. Nous acceptons également de réduire quelque peu nos entreprises. Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément un choix facile. Et vous savez, nous savons que les personnes vont évaluer de plus en plus la qualité de votre résultat, mais mine de rien, il nous incombe également de nous confronter au marché. Donc, ces 15 milliards, eh bien, nous décidons de les réinvestir dans des technologies existantes. Et
Je pense que là, nous avons beaucoup de capacités en tant que NJ, tout simplement parce que nous avons d'ores et déjà beaucoup de technologies qui existent. Donc finalement, nous investissons dedans. Et puis, nous préparons l'avenir, c'est-à-dire les technologies à venir qui aujourd'hui ne sont pas encore abordables, ne sont pas encore suffisamment mûres, mais qui vont faire la différence à l'avenir. Alors, bien entendu, notre règle, c'est de les développer aujourd'hui. Et pour développer cette prochaine vague, eh bien, nous avons décidé véritablement de jouer la carte suivante, celle de nous orienter, de nous axer sur l'avenir. Les technologies sont disponibles. Les acteurs comme nous, par exemple, véritablement se sont engagés sur cette voie. Donc, que devons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, nous devons aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez participé à la COP 23, mais tout un chacun a tendance à dire que nous ne sommes pas suffisamment rapides dans la manière dont nous mettons en œuvre ces mesures ensemble. Donc, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'une vision claire à long terme. La COP 21 a jeté les bases pour une vision à long terme. C'était absolument essentiel. En tant que Français, eh bien... Bon, les Français sont majoritaires dans cette salle et je pense que sans vouloir être chauvine, nous pouvons être très fiers des résultats qui ont été engrangés. Et je pense que nous devons être très rigoureux dans la manière dont nous mettons en œuvre ces mesures. Premier point. Ensuite, nous avons besoin du secteur privé et nous avons besoin également de règles axées sur le long terme. Vous avez fait mention du maire Bloomberg. Alors bien entendu, lui est un soutien des visions, des systèmes, des approches à long terme. J'ai participé, comme d'autres autour de cette table, à la dernière conférence Bloomberg. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Néanmoins, je pense que l'on peut dire la même chose. Lorsque vous partez en roadshow, eh bien entendu, c'est sur vos résultats que l'on vous remet en question. Donc, il faut aligner les règles. À l'heure actuelle, nous sommes prêts à réduire la taille de nos entreprises, mais nous devons compenser. Je ne peux pas aller sur le marché et dire « Je suis désolé, mais j'ai tout simplement réduit mes revenus ou réduit mes résultats ». Donc, nous devons compenser cela à travers des économies supplémentaires, des performances supplémentaires ou davantage d'efficacité. Frankly, I expect that in the future. Donc je m'attends à ce qu'à l'avenir, nous serons en mesure de valoriser plus directement non seulement la qualité, mais également la quantité de nos performances. Enfin, si on arrive à, disons, arbitrer entre les deux, je pense que cela sera très utile. Enfin, dernier point sur le financement, il nous faut réinventer la façon dont nous finançons cette nouvelle génération d'infrastructures énergétiques parce que nous partons de très grandes centrales, de très gros projets. Nos investisseurs avaient l'habitude de voir des projets qui coûtaient jusqu'à 1 milliard d'euros par centrale. Et ici, nous avons au contraire des milliers de tout petits systèmes d'énergie, de toutes petites centrales. Et là, nos investisseurs ne sont pas en mesure d'évaluer, de valoriser justement un grand nombre de petits projets. Et là, il nous faut revoir la façon dont nous finançons ces projets, redéfinir le profil de ces projets. Voilà, bah écoutez, je remercie Isabelle Kocher. Je sais que certains d'entre vous êtes tenus par des impératifs horaires, mais je voudrais donner, avant de donner la parole à M. Pisani-Ferry, je voudrais poser la question à M. Brown et à M. Duflo. Peut-être un ou deux messages clés depuis le début de cette table ronde. Qu'est-ce qui vous paraît le plus frappant? M. Brown. Il est clair que Paris est devenu un véritable centre de l'innovation, une plaque tournante de la nouvelle réflexion, et la France est bien placée pour mener au niveau mondial justement cette réflexion. La culture qui est celle de la France est beaucoup plus propice au développement de nouvelles entreprises. Nous sommes beaucoup mieux à même en France de tirer parti des nouvelles formes d'éducation qui sont intervenues en France, et je crois que la France sera un leader en Europe et maintenant et dans les années à venir. Je suis frappé par l'esprit d'assurance, le dynamisme, la détermination de voir
le changement se produire de manière progressive. Et je tiens à ajouter, et c'était le propos de mon intervention, la France a un rôle énorme à jouer dans l'évolution du fonctionnement des grandes institutions. Vous avez le FMI, le G20, vous avez le CDE ici à Paris. Et je crois que si l'on veut appuyer le développement de la technologie, de l'innovation, eh bien la France a également un rôle à jouer dans la refonte des grandes institutions internationales. Donc, nous sommes arrivés à l'heure du changement, mais également du progrès. Et il nous appartient de nous saisir de cette opportunité pour réaliser les changements nécessaires, de sorte que le progrès social, la justice sociale puisse s'accompagner d'un développement économique durable. Vous êtes bien placé pour le faire et merci de m'avoir encouragé aussi bien sur l'avenir de l'Europe et du monde entier grâce à l'action de la France. Je m'en tiendrai à un seul mot, essentiellement en réponse au ministre. Il y a cette idée selon laquelle la baisse sur la fiscalité des capitaux a permis le développement de la Silicon Valley. Je ne pense pas que ceci soit prouvé scientifiquement. On en parle beaucoup aux États-Unis. On se dit que, ma foi, la baisse des impôts pourrait favoriser la croissance. Je ne pense pas que cela ait été démontré. Vous savez que la France, ou plutôt l'Europe, s'est trouvée sous pression car sa fiscalité était plus lourde que celle des États-Unis. Et l'innovation était à la traîne. Maintenant, l'innovation est en train de revenir en France. Enfin, l'Europe rattrape son retard et donc il ne semble pas qu'il y ait vraiment un rapport de cause à effet avec la fiscalité. Alors il y a d'autres économies très performantes telles que Singapour ou parlant des États-Unis, MIT et Boston, on voit des beaux exemples de succès. Et le succès amène le succès. On voit qu'il y a une énorme valeur disons que lorsque l'on vient dans un lieu, dans une ville, dans un centre où déjà il se passe beaucoup de choses, eh bien, grâce à cela, on peut également créer. Disons que si l'environnement est propice, il s'ensuit que forcément chacun peut participer au développement. D'où l'optimisme qui, au moins localement, peut être constaté. Alors, il y a du talent qui vient en France plutôt qu'à Londres. Mais enfin, ce qui amène les gens à venir travailler dans un endroit plutôt qu'un autre peut les amener à créer de la richesse. Je vous remercie, Monsieur Pisani-Ferry. Le moment est venu pour vous de nous faire part de votre position et de conclure cette table ronde. Mais écoutez, je ne peux... Je sais que nous sommes déjà en retard, donc je ne peux pas me tenir aux horaires impartis. Mais ce que je pourrais dire, c'est que, en tant qu'économiste, c'est un plaisir d'être ici. Et je remercie le ministre, Monsieur le maire, de nous avoir invités. De toute façon, cette table ronde, ces débats, ces discussions se poursuivront ailleurs. Mais en guise de conclusion, je dirais ceci. Si nous pouvons revenir au thème de cette table ronde, agir dans le nouvel ordre économique mondial, il me semble que, et on l'a déjà dit, il me semble que c'est une action collective qui est nécessaire, c'est-à-dire que chacun doit participer à ce mouvement. C'est le cas pour l'innovation, c'est le cas bien entendu pour le changement climatique, mais c'est également le cas pour créer les conditions d'une économie, disons, équitable, d'une concurrence libre et non faussée. Enfin, il y a beaucoup de dimensions à ce mouvement qui doit
être collectif. Mais comme l'a fort bien dit M. Gordon Brown à l'instant, il y a d'un côté tous ces constats, mais d'un autre côté, il n'y a pas véritablement d'ordre économique mondial. Cette expression, on l'utilisait il y a 10-15 ans, mais en fait, force est de constater qu'il n'y a pas d'ordre économique mondial à proprement parler. Ce que l'on constate par contre, c'est qu'il y a un véritable démantèlement de l'ordre économique. On l'observe à l'OMC. L'accord sur le climat lui-même n'est qu'une version diluée de ce qui avait été consenti à Kyoto. À présent, les États-Unis s'en retirent après l'annonce du président Trump, et sous bien des aspects, cette notion d'un monde qui serait gouverné, qui serait régi par des institutions, par des règles, par un ordre, eh bien, finalement, est à l'image de ce que l'on constate dans les institutions. C'est quelque chose qui est en train de se défaire, et cet ordre n'existe pas, non pas parce que les États-Unis n'en ont plus la maîtrise. C'est vrai que les États-Unis ne maîtrisent pas l'avenir de la planète, ni sur le plan économique, ni sur le plan climatique. Mais on pourrait en dire de même de la Chine. C'est-à-dire que nous évoluons vers un monde où c'est le pouvoir local ou régional ou national qui compte beaucoup plus qu'un ordre véritablement mondial. Mais, et c'est ça qui est paradoxal, on pourrait y voir là une source de désespoir, mais d'un autre côté, on voit au contraire que les choses se développent ici et là. L'accord de Paris, parlons-en, n'est pas parfait, mais quand même, il y a du mouvement. Il y a ceux qui vont vous dire que l'accord n'est pas crédible, qu'il ne se réalisera pas, qu'il ne sera pas respecté parce que les pays n'ont pas d'incitation à le faire. Et en même temps, vous avez des acteurs privés, des sociétés, des groupes citoyens qui vont dans le sens de l'accord climat. Et donc, il n'est pas dit que finalement la course ne sera pas emportée par ceux qui croient en une autre façon d'organiser nos existences. Et puis, de la même façon, il est frappant de voir ce qu'on a réalisé sur le plan fiscal. En matière de fiscalité, rien ne bougeait, il n'y avait pas d'accord international, l'Europe était complètement verrouillée par la règle d'unanimité. Et l'OCDE, sans aucun pouvoir intrinsèque, avec peut-être quelques incitations venant des États-Unis ou d'autres pays, a mis la question à l'ordre du jour, et avec l'aide de la société civile, du journalisme d'investigation, on voit que les choses bougent. Alors, il est encore trop tôt pour dire que la bataille sera gagnée, mais les choses bougent. Et je pourrais vous citer d'autres exemples, notamment dans le domaine de la stabilité financière, où nous avons un système qui ne s'appuie pas sur des règles véritablement applicables. Vous avez des normes, vous avez la notion de conformité à certaines normes, mais il n'y a pas de règles ou de lois qui s'appliquent à l'échelle internationale. Alors la question se pose de savoir comment, d'un côté, on peut avoir l'absence d'un ordre total et en même temps une coopération internationale accrue. Et si l'on voit quel modèle fonctionne et pourquoi il fonctionne surtout, alors on peut améliorer les choses et éviter de nous retrouver dans, disons, la nostalgie du monde d'hier où toutes les choses étaient en ordre et où l'on pouvait imaginer un avenir qui s'appuierait sur des règles et des institutions internationales à l'image d'un jardin à la française. Je vous remercie. Eh bien, merci à toutes et à tous. J'invite les intervenants à rester à la tribune s'ils le souhaitent, car nous allons maintenant recevoir M. Tharman Shanmugaratnam, qui est Premier ministre adjoint de Singapour, également chargé de la coordination des politiques économiques et sociales, et il a été également ministre de l'Éducation. Je vous demande d'accueillir Monsieur Tharman Shanmugaratnam.
Merci et merci à Bruno Le Maire de nous avoir invités à participer à cette journée de réflexion particulièrement intéressante. Les questions dont nous débattons sont présentes à l'esprit du monde entier et elles ne concernent pas que la France. Moi-même, j'y ai passé beaucoup de temps avec mes collègues à Singapour. Ce sont des questions où il n'y a pas véritablement de chef de file. Nous avons affaire à une nouvelle donne, de nouvelles compétences, de nouvelles situations se présentent et il convient d'apprendre les uns des autres, éviter évidemment de reproduire les erreurs passées, mais essayer également de voir quelles solutions peuvent fonctionner. La première question que je poserais est de savoir finalement quel est le plus gros problème, le plus gros enjeu. Je dirais deux choses. D'abord, nous traversons une période de mutation fondamentale dans la façon dont les gens perçoivent leur avenir et l'avenir de leurs enfants. La recherche fondamentale, et il y a des études qui ont été menées sur ce qui préoccupe les gens, sur leur avenir. Et la recherche fondamentale montre que 60% des personnes interrogées estiment que les enfants des parents d'aujourd'hui seront moins bien lotis que leurs propres parents. 60% des gens pensent que leurs enfants seront moins bien lotis qu'eux-mêmes. Par rapport à ce qu'il y avait il y a 20 ans, sans parler des 30 glorieuses qui ont suivi la Deuxième Guerre, c'est un changement spectaculaire. Même si l'on parlait de stagnation, ce serait déjà... c'est-à-dire, on s'imaginerait, disons, que la moitié des enfants ne s'en sortiront pas aussi bien que leurs parents, mais ce n'est plus, c'est bien plus que 50%. Et en fait, les pays les mieux lotés, vous avez moins de 50 ou 40% des gens qui estiment que les enfants seront moins bien lotis que leurs parents. Ça, c'est dans les pays les plus développés. À l'autre extrémité, vous avez la France ou le Royaume-Uni, où 70% des personnes interrogées estiment que leurs enfants s'en sortiront moins bien quand même. Donc là, c'est vraiment une problématique spectaculaire. Nous savons ce qu'a été le sort des revenus intermédiaires, des foyers aux revenus faibles ou moyens. Nous connaissons ces statistiques, mais ce qui est certain, c'est que de manière tout à fait rationnelle, les gens analysent l'information à laquelle ils ont accès. Ils voient les gens dont la carrière évolue dans le bon sens, ceux qui, au contraire, se trouvent en situation difficile. Mais cette évolution, disons, fatale, est quelque chose qui, simplement, ne saurait être maintenu dans une société démocratique. Et il faut bien voir qu'une grande partie de l'humanité et le monde développé, aussi bien que le mode de développement, se trouve en danger de manquer le coche, d'être laissé pour compte dans la course où rivalisent les nouvelles industries et les services. L'idée, c'est que si l'on ne se ressaisit pas assez vite, disons qu'on a peut-être 10 ans pour le faire, eh bien, on sera écarté à tout jamais. Et c'est vrai non seulement pour le monde en développement, mais pour le monde en général. Je reviendrai maintenant à la première question, c'est-à-dire les pays qui se trouvent, disons, dans le monde développé, avancé, et certains pays asiatiques, bien sûr, en font partie. Ce qui sous-tend cette problématique, c'est la stagnation, voire la dégradation de la condition de la classe moyenne, c'est que, et là les économistes de gauche comme de droite sont d'accord là-dessus, c'est que l'on ne peut pas arriver à une croissance de revenus soutenue d'une génération à l'autre, à moins qu'il y ait des gains de productivité. Or, nous savons ce qu'il en est des gains de productivité. Il ne fait aucun mystère du fait que
nous avons entre les mains des téléphones portables, vous avez la robotique, vous avez les objets connectés. Bon, ça, c'est vraiment à la pointe de la technologie, mais cette pointe de la technologie ne se propage pas dans les autres économies. Certes, aux États-Unis, en Europe et au Japon, vous avez des grandes innovations, mais elles ne se propagent pas dans le reste de l'économie. Les économistes vous parlent du paradoxe de Solow. Mais le paradoxe de Solow, S-O-L-O-W, nous dit que l'innovation est partout sauf dans la productivité. Or, l'innovation n'est pas partout. La plupart de nos économies ne connaissent pas, disons, une explosion d'innovation. Il n'y a pas de grande disruption. Nos économies sont essentiellement là où elles étaient il y a 10 ans, même si nous sommes en contact avec les toutes dernières innovations technologiques. Et ça, c'est un véritable problème. Il n'y a pas suffisamment de disruption. Le nombre de start-up dans le monde développé s'est ralenti. Le développement de cette économie s'est ralenti. Également, la mobilité des grands des segments de la population également s'est ralentie. Alors, les raisons n'en sont pas toujours claires, mais fait est de constater qu'il y a eu un ralentissement du dynamisme, de l'innovation, de la croissance de la productivité et de la croissance, de ce fait, des revenus de la classe moyenne. Nous le savons, nous savons également que même s'il y a des transformations technologiques remarquables dans les usines robotisées, nous savons par exemple qu'il y a des grandes transformations liées à l'intelligence artificielle, au big data, tout cela est de nature transformative, autrement dit, ces évolutions technologiques finiront par avoir une incidence sur des milliers de catégories d'emplois. Cette évolution est quasiment inexorable. Et donc, on a finalement deux phénomènes, deux avenirs finalement qui se profilent et qui sont l'un et l'autre précaires. C'est-à-dire qu'il y a une idée, c'est d'avoir un ralentissement de la productivité, même si l'on crée des emplois, ces emplois ne sont pas, disons, des emplois rémunérateurs, les rémunérations restent faibles. Nous entrons dans un monde dystopique, c'est-à-dire que si nous nous projetons vers l'avenir, ce monde-là, ce que nous décrivons, n'est pas tenable. Hein. Si 60% des gens pensent que leurs enfants ne s'en sortiront pas mieux qu'eux, voire s'en sortiront moins bien, c'est un signe de la destruction de la cohésion sociale. Ça, c'est la première inquiétude que l'on pourrait avoir. La deuxième, et rappelez-vous, ces deux perspectives sont présentes à l'esprit, la deuxième inquiétude, c'est de voir les transformations technologiques aboutir à une transformation du tout au tout de nos marchés du travail. Alors certes, il y aura des gains de productivité, une accélération de la croissance de la productivité, certes, mais en même temps, vous aurez des pertes d'emplois un peu partout. Et ça, c'est un autre avenir dystopique et l'une et l'autre perspective sont inquiétantes parce que sur le plan social, sur le plan politique, elles ne sont pas tenables, littéralement. Et donc, le seul avenir qui soit acceptable, c'est une situation où on évite le premier écueil en généralisant la disruption, l'innovation, pas simplement à la pointe de la technologie, mais un peu partout. Mais en même temps, la création de nouveaux emplois, la hausse des revenus, parce que les nouveaux emplois seront de meilleurs emplois, parce qu'ils feront intervenir la technologie. Et il me semble que pour amener un avenir tenable, il faut de nouvelles stratégies. Les stratégies actuelles économiques et sociales ne porteront pas leurs fruits, ça c'est ce qu'on voyait à gauche. À droite de l'échiquier politique, si on laisse tout entre les mains du marché, on va également droit à l'échec. À gauche, on propose de tout redistribuer. Là encore, on ne va pas pouvoir apporter l'espoir dont nous avons besoin. Ce n'est pas en distribuant, en répartissant la misère que l'on va créer la richesse. Alors, il y a un pacte entre l'État, l'entreprise et le citoyen qui doit se définir.
Alors, quel sera notre avenir? Il ne s'agit pas de regarder dans une boule de cristal. Et moi, en tant qu'économiste, j'adore lire les débats autour de cette question. Mais il ne s'agit donc pas d'examiner la boule de cristal. Il s'agit non pas d'opposer, de confronter des théories, mais d'examiner les arguments avancés par les uns et les autres. Quelquefois, c'est une question de foi. Est-ce qu'on pense que la nouvelle technologie est capable de tout redresser? Mais nous, en tant que décideurs, nous ne pouvons pas simplement attendre de voir comment les choses se passent. Nous ne pouvons pas appuyer notre avenir, ou notre vision de l'avenir sur un acte de foi. Il nous faut agir et ce que nous faisons aujourd'hui déterminera notre place de demain. C'est surtout cela que je tenais à dire. Encore une fois, ce n'est pas un exercice qui consiste à contempler la boule de cristal. Nos actions d'aujourd'hui détermineront notre place de demain. Les économistes appelleront ça une dépendance par rapport au chemin choisi. Effectivement, l'avenir dépend de la voie que l'on choisit aujourd'hui. Et cette voie qui consiste à créer un nouveau pacte entre l'industrie, l'éducation, en favorisant une saine concurrence, plus en donnant à chacun l'espoir qu'il peut continuer à apprendre tout au long de sa vie, qu'il pourra trouver un nouvel emploi, une nouvelle activité lorsqu'il perdra son premier emploi. Alors, nous ne savons pas quelles technologies seront efficaces, lesquelles seront couronnées de succès, lesquelles tomberont dans l'échec, mais ce qui est certain, c'est que si, dès aujourd'hui, nous créons un nouvel ensemble de compétences dans nos sociétés, si nous créons de nouvelles relations de travail entre les grandes et les petites entreprises, entre ceux qui se trouvent à la pointe de la technologie et ceux qui s'en trouvent éloignés, ce faisant, nous ouvrons des voies d'avenir. Finalement, il y a très peu de compétences qui, une fois remplacées par la machine, sont dépourvues d'intérêt. Les compétences classiques sont presque toujours utiles parce que dès lors que vous avez acquis une compétence dans un domaine, vous pouvez évoluer dans un autre domaine et vous êtes beaucoup plus monnayable, beaucoup plus employable si vous avez déjà acquis des compétences. Les compétences acquises vous permettent d'acquérir de nouvelles compétences adaptées aux nouveaux secteurs d'activité. C'est ça l'esprit qu'il faut avoir. Lancez-vous dans la voie, investissez dans des relations avec les villes, avec les centres d'innovation, donnez de l'espoir en donnant véritablement des perspectives d'évolution, d'apprentissage tout au long de la vie qui permettent à chacun de continuer d'évoluer. Le mot-clé ici, c'est l'agilité. L'agilité dans la politique économique, mais également dans la politique sociale. Il ne s'agit pas du tout de laisser les choses entre les mains du marché parce qu'une telle liberté n'aboutira à rien. Si vous laissez les marchés faire, vous n'aurez que davantage d'inégalités, puisque l'on a toujours constaté, les villes économiquement sinistrées le restent pendant longtemps, et ceux qui sont exclus du marché le restent pendant très longtemps. C'est ce qu'on appelle l'hystérésis en économie. Mais le fonctionnement lui-même du marché ne va pas aboutir à un développement de l'innovation, il n'aboutira pas à un nouvel espoir chez les acteurs économiques, chez chacun d'entre nous. Il faut un véritable militantisme d'État qui s'appuie non pas sur la redistribution ou la répartition des richesses, mais la régénérescence des individus, des villes, le passage des anciens secteurs d'activité aux nouveaux. Et cette nouvelle façon de penser, cette régénérescence, parce que l'État ne peut pas savoir ce qui se passera d'ici 10 ans, mais l'État doit être assez agile pour travailler avec l'industrie, les établissements de recherche ou d'éducation pour être prêt pour faire face à l'avenir. Tel est l'état d'esprit qui doit être le nôtre. Parlons des politiques économiques. Il y a beaucoup à faire et là, il ne s'agit pas simplement de remettre au goût du jour les anciennes théories qui permettent de savoir quels seront les gagnants de demain en espérant que d'autres profiteront de ces victoires. Non, il faut, là encore, favoriser l'agilité. Il y a de nombreux exemples
qui montre comment certaines villes, certains groupes d'entreprises travaillent mieux ensemble sur toutes les filières, les grandes entreprises avec les petites, de sorte que tout le secteur d'activité est bien plus agile. Si on laisse les choses entre les mains du marché, vous aurez quelques gagnants, mais ces gagnants risquent de tout emporter, de tout rafler, ne laissant rien aux autres. Alors, ce dont nous parlait ce matin Monsieur le maire ou Margaret Vestager ce matin, c'est de maintenir la concurrence sur le marché, parce qu'il y a partout des grosses sociétés qui essayent d'avoir une rente de situation. C'est inévitable. Vous avez de plus en plus ce phénomène de rente économique. Il y a de nombreuses études qui le montrent. Donc ce qu'il faut ici, c'est une nouvelle démarche. Il y a des démarches qui n'ont pas été envisagées par le passé. Nous avons des activités qui s'appuient sur des structures de réseau, sur la gestion de données. Et il y a des problématiques nouvelles également, parce que vous avez des monopoles traditionnels qui essaient de pratiquer des prix supérieurs au marché. En réalité, bien souvent, les monopoles naturels pratiquent des prix inférieurs. Mais avec les nouveaux modèles économiques, les nouveaux business models, comme on les appelle, de véritables problèmes se posent, notamment la question de savoir si les données doivent constituer un bien public ou un bien privé. Deuxièmement, et toujours sur la politique économique, il nous faut réfléchir à la question d'innovation, mais pas selon l'approche linéaire qui nous dit que la recherche et le développement finit par aboutir à de la recherche appliquée pour finalement donner de nouveaux produits et la commercialisation de ces nouveaux produits. Cette approche linéaire a tenu la route quelque temps, mais ce que nous disait Steve Blank ce matin, c'est qu'il faut beaucoup plus tenir compte des attentes des clients. Les techniciens, les ingénieurs, tout le monde innove en même temps, c'est-à-dire qu'on apprend au contact de ses clients, on apprend en comprenant mieux sa propre filière. L'innovation vient quelquefois de la base, mais également de la recherche de pointe se déroule au sommet de la filière. Le modèle de l'innovation maintenant ne se place plus au sein des grosses entreprises, mais à travers la collaboration entre les grandes entreprises et les petites entreprises ou les start-up. Alors, quelquefois, les petites entreprises disparaissent, mais souvent, c'est un véritable travail de collaboration plutôt qu'une situation où la grosse entreprise absorbe la petite. C'est un nouveau modèle d'innovation et je pense que les politiques publiques doivent aller dans ce sens. En Finlande en particulier, le budget de la R&D consiste à trouver des incitations à la collaboration entre acteurs privés. Autrement dit, ce n'est pas simplement les partenariats publics-privés, mais également la collaboration entre acteurs privés, qui sont de taille quelquefois très différentes. Et puis, toujours dans le cadre de cette nouvelle stratégie économique, la formation ne se fait pas toute seule. Tous les employeurs vous diront que leurs collaborateurs sont leur atout le plus important, mais il y a très peu d'investissement qui se fait dans la formation des employés. Et cette tendance va être à la baisse dans presque dans tous les pays développés. Pourquoi? Parce que la durée de vie des compétences acquises est de plus en plus courte. Et alors un employeur qui investit dans la formation d'un employé va constater que demain, la compétence sera obsolète ou alors demain, l'employé ira voir la concurrence. Alors, il y a un vrai travail, une vraie problématique de coordination sur le marché qui doit faire intervenir justement un coordinateur. Les acteurs doivent pouvoir se coordonner de sorte que dans un groupe d'activités, dans un secteur d'activité, il doit y avoir un pacte qui dit que l'employeur a pour responsabilité la formation de ses employés, qui peut ou non rester dans l'entreprise, où les compétences seront durables ou non, mais la roue
continue de tourner parce que chacun investit dans ses employés, dans ses collaborateurs. Et même si le collaborateur vous quitte, les compétences vont aller alimenter l'activité économique. Mais cette approche plus holistique nous oblige à tenir compte des externalités. Si on laisse les choses entre les mains du marché, les employeurs ne vont pas investir dans la formation parce qu'il n'y a pas une telle coordination. Deuxième grand chapitre de ma réflexion, la politique sociale. Et l'État doit continuer de pouvoir assumer ses fonctions. Mais la nouvelle fonction de l'État consiste à favoriser la régénérescence plutôt que la répartition ou la redistribution. Là encore, si on laisse les choses entre les mains du marché, vous aurez des gagnants, des villes qui vont bien s'en sortir, alors que d'autres seront laissés pour compte et resteront sinistrés pendant de nombreuses années. Là encore, les stratégies économiques qui favorisent le regroupement de certains secteurs d'activité. Vous avez des clusters comme à Rennes, grande ville technologique, ou Besançon, ou encore Toulouse. Vous avez des clusters qui sont, disons, favorisés par les politiques de l'État. Et vous avez la même chose à Tübingen en Allemagne, ou Stockholm en Suède, ou Singapour. L'idée, c'est de travailler avec le marché. Mais pourquoi je mets ça sous le chapitre des politiques sociales? C'est parce qu'il ne s'agit pas simplement d'intervention économique. L'inclusion économique, au bout du compte, c'est un geste social qui traduit la relation entre les universités, les collèges techniques, les associations de parents d'élèves, le maire de la ville, les élus locaux, un sens d'obligation mutuelle. Et ce sens d'obligation mutuelle ne peut se développer de manière efficace qu'au niveau local, à la limite dans une petite ville, mais pas au niveau régional. Et donc, cette notion de cluster prend tout son sens dans ce contexte, parce que si l'on pense au fondement social d'une communauté d'apprentissage, cette communauté ne peut exister que par une véritable volonté sociale. Et puis, au-delà des ambitions sociales, ce qu'il faut, c'est consacrer beaucoup plus d'énergie et d'idéalisme au projet de mobilité sociale et d'intégration sociale. La mobilité sociale a ralenti partout dans le monde, pas simplement ici en France. L'intégration sociale est un véritable enjeu dans le monde entier. La France a tout un passé à ce sujet, mais il y a des solutions. On nous a parlé ce matin de nouveaux systèmes d'éducation. Au lieu d'avoir une carte scolaire, que la sélection se fasse sur les compétences. Il y a des pistes de réflexion également dans la façon dont les enseignants sont affectés, ou même les directeurs d'école. Moi, j'ai été ministre de l'Éducation, et j'ai connu certains ministres français de l'Éducation, y compris actuellement Jean-Michel Blanquer. 40% des nouveaux enseignants aujourd'hui sont affectés aux zones les plus difficiles. Est-ce bien raisonnable? Certainement pas. Mais là encore, vous avez un autre exemple où l'on protège finalement ceux qui sont déjà en place. De sorte que vous avez encore la carte scolaire, vous avez encore ce système d'affectation des enseignants qui n'est pas de nature à favoriser, disons, le développement des compétences. Alors, et là, Jean-Michel Blanchet, mais également le ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, l'ont dit l'un et l'autre, il nous faut nous éloigner d'une uniformité trompeuse. Pourquoi? Parce qu'elle a l'air égalitaire, mais en fin de compte, elle a des conséquences très inégalitaires, au contraire. Et là, les données sont là, les faits sont têtus. Vous avez des résultats particulièrement inégalitaires. Comme l'a dit l'un de vos ministres, il faut s'éloigner de ces principes d'égalitarisme qui, finalement, aboutissent exactement au résultat inverse. Il faut, au contraire, donner à chacun les moyens ou l'accès à un système d'enseignement qui puisse leur permettre d'évoluer en fonction de leur véritable potentiel et en allant au-delà du cadre strictement scolaire. Et là, j'en viens à mon dernier point.
fondamentalement, il faut s'interroger sur l'enseignement supérieur. Parce que dans bien des régions du monde, l'enseignement supérieur présente des dysfonctionnements puisqu'il n'apporte pas la valeur attendue, il n'apporte pas les résultats attendus compte tenu des moyens considérables qui y sont consentis. On constate qu'il y a peu de moyens de mesurer les résultats de l'enseignement supérieur. La dérive que l'on a constatée au cours des 30 dernières années qui rend de plus en plus académique l'enseignement supérieur. Vous avez l'enseignement à la faculté qui est de plus en plus académique et dont les résultats ne sont pas au rendez-vous. Aux États-Unis, 40% de centres qui rentrent à la fac décrochent et n'arrivent pas au diplôme au bout de 5 ans. Et même ceux qui sortent diplômés, finalement, ont des emplois qui n'ont pas besoin de formation supérieure. Donc, c'est une mésaffectation des ressources, mais surtout, cela veut dire que vous avez des gens qui ont été dévoyés, que l'on a envoyés sur une voie qui n'était pas la leur, sur des bases trompeuses. Et l'idée qu'il y avait un plus pour ceux qui allaient à la fac, alors évidemment, si on regarde les moyennes, évidemment tout a l'air très sympathique, mais si vous regardez les 20-25% des diplômés d'université aux États-Unis, le quartile le plus bas, eh bien vous voyez que par rapport à ceux qui sont simplement sortis du lycée, ils ne s'en sortent pas mieux que leurs camarades de la même génération qui, eux, ne sont pas allés à la fac. Donc, on voit que c'était du temps perdu, c'était des ressources mal affectées, et on croyait leur donner une longueur d'avance, alors que non, pas du tout. À la fac, à l'université, ces gens n'ont pas acquis des compétences utiles, n'ont pas acquis surtout le pouvoir rémunérateur que leur aurait apporté de réelles compétences. Alors, il convient de s'interroger sur les véritables compétences utiles, les compétences collaboratives, les compétences d'apprentissage. Et c'est ce qu'on essaie de faire en France avec l'apprentissage tout au long de la vie, mais on le fait également à Singapour. On veut essayer de mettre en place un nouveau mode de financement, d'organisation de l'enseignement qui puisse être utile à tout le monde, pour chaque travailleur tout au long de sa vie professionnelle. Et cette perspective est passionnante parce que là, on veut véritablement permettre à chaque individu d'atteindre son potentiel et ce, de manière beaucoup plus démocratique. C'est une organisation beaucoup plus juste car on permet à chacun de s'investir. On peut investir dans l'avenir de chacun, que cela se fasse à l'université, mais également à tous les niveaux. Pour un chercheur qui cherche à publier ses articles dans les publications appropriées, là, on parle de résultats, disons tangibles, qui devront se mesurer non pas sur 6 mois, mais sur toute la durée d'une vie. Et je crois que l'occasion nous est donnée de refondre les stratégies économiques et sociales qui nous permettront à tous de partager l'innovation, de créer de nouveaux emplois mieux rémunérateurs et qui apporteront un nouveau sens d'espoir à nos sociétés. C'est une nouvelle ambition économique et sociale qui, à mon sens, remettront la politique au centre un peu à l'instar de la France. Nous, à Singapour, nous y sommes depuis quelque temps, nous n'en sommes qu'au premier pas de ce voyage. Nous n'y arriverons peut-être pas, mais ce que nous faisons aujourd'hui déterminera nos options pour l'avenir. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Deputy Prime Minister. Thanks a lot to all the panelists. Merci beaucoup. Nous remercions tous les membres du panel pour avoir partagé leur vision avec nous. Au terme de cette première édition des Rendez-vous de Bercy, je vous invite donc, Monsieur le Ministre, la scène est encore pleine, à venir nous rejoindre pour conclure cette première édition. Merci beaucoup. Chers amis, je n'aurai pas la prétention de conclure. Je voudrais surtout vous remercier, vous tous, d'avoir pris le temps de participer à ce premier rendez-vous de Bercy. Remercier le Premier ministre Gordon Brown, le Premier ministre Tarman, les ministres qui ont participé, les chefs d'entreprise, les prix Nobel,
M. Edmund Phelps, M. Jean Tirole qui a dû nous quitter, remercier les parlementaires qui sont venus et remercier tous les participants qui sont venus tout au long de la journée réfléchir à cette question des inégalités et des ruptures technologiques. Je voudrais juste mettre 3 mots en évidence pour résumer les propos très riches que nous avons entendus tout au long de la journée. Le premier mot, c'est évidemment celui d'innovation. Il a été répété à de nombreuses reprises, et je partage ce que vient de dire Tarman. Nous avons une fenêtre d'opportunité d'une dizaine d'années devant nous pour relancer cette innovation et faire preuve d'un peu plus de disruption. Je dois dire que la formule de Gordon Brown me paraît la bonne formule. La France et Paris est aujourd'hui un hub for new thinking. Et c'est exactement ce qu'avec le président de la République, nous portons comme ambition. Que Paris, que la France soit un hub for new thinking. Qu'on ouvre les fenêtres, qu'on porte des réflexions nouvelles. La France a longtemps subi le changement. Maintenant, elle accompagne le changement. Et je pense que la vraie rupture de cette élection présidentielle de juin 2017, c'est celle-là. La France qui subissait le changement, désormais, accompagne le changement. Et je répondrai donc à la remarque de Gordon Brown par une des figures historiques pour laquelle j'ai le plus de respect, et sans doute lui aussi, Sir Winston Churchill, qui disait « If you don't take change by the hand, it will take you by the throat ». C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Soit nous sommes capables de prendre le changement par la main, soit le changement nous prendra à la gorge. Et tous les choix que nous faisons avec le gouvernement, celui de l'allègement de la fiscalité sur le capital pour relancer l'investissement, le choix du soutien aux universités, le choix qui est fait d'un fonds pour l'innovation de rupture, le financement de l'innovation, le maintien du crédit impôt recherche, tout cela est fait justement pour financer l'innovation des grandes entreprises comme Engie, jusqu'aux plus petites PME et jusqu'aux plus petites entreprises dans nos territoires. L'innovation est la clé de notre avenir. Et c'est pour ça que nous devons investir le plus possible dans ce domaine-là. Cette innovation, elle est confrontée à des défis importants. Beaucoup d'entre vous l'ont soulevé. Je pense notamment à un défi économique majeur qui est celui de la concentration. Comment est-ce que nous faisons lorsque tant de richesses sont concentrées dans si peu de mains? Comment faisons-nous quand tant de données, des milliards de données, sont concentrées dans quelques entreprises, quelques géants du numérique? On peut peut-être commencer, et Margrethe Vestager l'a rappelé ce matin, par demander à ces géants du numérique de payer des taxes équitables aux pays dans lesquels ils font du commerce. C'est le combat que nous menons avec le président de la République et sur lequel nous sommes très déterminés. Mais au-delà de ça, cette question de la concentration et de la concurrence est probablement une des grandes questions économiques qui nous attend. Le deuxième mot que je voudrais mettre en avant, je ne serai pas très long parce que tout a été dit et mieux dit que je ne pourrais le dire pendant toute cette journée, c'est celui de l'éducation. L'éducation est la clé. Une éducation qui ne doit pas être réservée à une petite élite, mais accessible à tous. Une éducation qui doit se repenser pour être peut-être plus collective sans pour autant affaiblir les apprentissages fondamentaux. Une éducation qui prend en compte ce que disait Esther Duflo, qui est un point absolument majeur. Qu'est-ce que l'homme peut apporter de plus que la machine n'apportera pas? Voilà peut-être la grande question que nous devons nous poser demain. Face au développement de la robotisation, face au développement de l'intelligence artificielle qui va pouvoir se substituer à des tâches répétitives dans tous les champs d'activité, qu'est-ce que l'homme peut apporter que la machine n'apportera pas? Voilà une grande question qui, je crois, est décisive pour savoir quels seront les emplois de demain. Et je rejoins aussi ce qui a été dit aussi bien par M. Phelps que par Jean Tirole, que
par Jean Pisani-Ferry. Je sais que c'est un des thèmes auxquels Jean tient particulièrement. Cette idée que demain, on pourrait substituer une allocation universelle à un emploi, pour moi, elle ne tient pas la route. Tout simplement parce que les gens ne veulent pas une allocation pour vivre. Ils veulent un travail, ils veulent un emploi, ils veulent la capacité à se trouver dans ce travail, à se trouver dans cet emploi. Ils savent parfaitement que l'innovation sur laquelle Edmund Phelps a tant travaillé, ce qui leur permettra de découvrir ce qu'ils ne connaissaient pas d'eux-mêmes. Ce n'est pas une allocation qui vous permet de découvrir ce que vous pouvez apporter à la société. C'est un travail, c'est un emploi. À nous maintenant de réfléchir à ce que l'homme peut apporter que la machine n'apportera pas. Enfin, un troisième mot que je veux mettre en avant, avec beaucoup d'humilité, c'est celui d'incertitude. Et je dois dire que voir autant de spécialistes politiques, économiques, entrepreneurs, avouer avec beaucoup d'humilité que dans le fond nous ne savons pas, qu'il y a une incertitude considérable, je trouve que c'est réjouissant, parce que ça prouve qu'il y a un travail en commun à faire face à ces incertitudes. Il est passé le temps où un ministre, un Premier ministre, un président de la République pouvait dire « voilà, dans 20 ans, ce seront les 3-4 grands secteurs économiques que nous allons développer ». Le gaulliste que je suis, tellement attaché aux valeurs du gaullisme, reconnaît bien volontiers que l'État qui décide de ce que sera demain, ça ne marche plus. Ce n'est pas le ministre de l'économie et des finances, ce n'est pas un responsable politique qui va définir demain quels seront les 2 ou 3 grands secteurs dans lesquels l'économie française ou européenne pourra se développer. En revanche, ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire, c'est créer l'environnement le plus favorable possible pour que tous ceux qui veulent innover, tous ceux qui veulent créer, tous ceux qui veulent imaginer, tous ceux qui veulent forcer les portes du futur, puissent le faire dans les meilleures conditions possibles. Ça, nous pouvons le faire, et ça, nous devons le faire. Cette incertitude, elle laisse le champ des options ouvert, très largement ouvert. Cette incertitude, elle appelle un travail collectif. Ce travail collectif, c'est le travail que nous faisons aujourd'hui et dont je vous remercie. C'est le travail qui attend l'Europe, car je crois que plus que jamais l'Union européenne est nécessaire. C'est en rassemblant les forces européennes, c'est en faisant un travail collectif au niveau européen que nous apporterons aussi des réponses à ces incertitudes, en matière économique, en matière migratoire, en matière de sécurité. Chacun voit bien que face à ces grands défis, le défi climatique, seules des réponses collectives permettront de répondre aux incertitudes. Et puis face à ces incertitudes, il n'est pas vain et pas inutile d'essayer de tracer une feuille de route. Et ce sera mon tout dernier mot. Le président de la République nous a fait l'honneur de venir déjeuner aujourd'hui au ministère de l'économie et des finances. Il a rencontré tous nos intervenants et il nous a donné nos devoirs de vacances pour l'année qui suit, puisque les rendez-vous de Bercy ont vocation à se renouveler chaque année. Vous avez à l'été un rendez-vous économique auquel je suis très attaché, qui sont les rencontres d'Aix. C'est là qu'avec Jean Pisani-Ferry, nous avions lancé ce rendez-vous de Bercy. Eh bien, il y aura désormais en hiver, au mois de novembre, chaque année, le rendez-vous de Bercy. Simplement, on ne va pas attendre le prochain rendez-vous sans rien faire. Donc nous allons travailler ici, sur la base de tous les travaux que vous avez faits aujourd'hui, de toutes les propositions que vous avez faites aujourd'hui, sur une feuille de route très courte, de quelques pages, qui permettra de répondre à ce thème « Nouvelles technologies et lutte contre les inégalités ». Cette feuille de route sera proposée à tous les intervenants qui, aujourd'hui, se sont succédés sur cette scène. Ils pourront la compléter, ils pourront la corriger. Nous la remettrons au président de la République dans les prochaines semaines, au début de l'année 2018. Et j'espère que ça pourra servir ensuite, non seulement au niveau français, mais aussi au niveau européen, pour porter cette belle idée française, cette belle idée européenne de la lutte contre les inégalités. Merci à tous et bonne fin de journée.